Bonjour, c'est Crétoli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, en sachant qu'on a toujours encore une journée rouge, une semaine même peut-être rouge, mais somme toute on a toujours des bonnes nouvelles. C'est ça qui est agréable, c'est qu'on n'est pas dans la liquidation et l'hyper-liquidation qu'on a pu connaître en août, non, on est dans la construction, et ça c'est positif, je vais vous expliquer pourquoi. C'est aussi positif de voir des nouvelles au niveau de la réglementation, au niveau de ce qui est en train de se faire sur la politique américaine. Vous allez voir qu'il y a plein de points importants qui se dirigent vers l'adéquation et l'avènement des crypto-monnaies. En tout cas, on est en train de préparer les choses et c'est vraiment positif de le voir ensemble. En tout cas, c'est la vision que je vais vous donner et que je vais vous partager aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cryptolise, entrepreneur et investisseur crypto, et on va commencer par les nouvelles. Le retour de nos beaux-bears, qui nous disent clairement, attention, pas de support avant les 15 000. Bref, c'est plutôt positif quand on voit ça systématiquement, même si c'est fait comme d'habitude pour troller, ça n'empêche que c'est une réalité. On va revoir comme d'habitude les bears qui vont revenir à la charge. Il va falloir prendre du recul un maximum. La peur, est-ce qu'on est dans quelque chose qui est identique à ce que l'on a pu connaître avant? J'ai envie de vous dire non. On est dans quelque chose qui est beaucoup plus structuré, beaucoup plus résilient, avec beaucoup moins de volume, et ça, c'est positif. Je vais l'élaborer un petit peu plus tard. Avant d'aller plus loin et d'entamer réellement les news crypto, je vous rappelle qu'en commentaire et en description, vous avez la possibilité d'avoir accès à ma méthode d'investissement. C'est en commentaire et en description, vous allez voir que je vous dépeins les 4 étapes les plus importantes pour bien être préparé à ce qui nous attend, parce que oui, ça va être quelque chose d'assez extraordinaire. Bon, sans plus attendre, on attaque les news crypto avec une grosse nouvelle qui m'a beaucoup fait sourire, qui sont les banquiers américains qui sont supporters de Trump, mais pensent fortement que Harris, c'est-à-dire le Parti démocrate, va gagner, et sont en train de se préparer à cette éventualité. Alors, est-ce que c'est une véritable éventualité? J'ai envie de vous dire oui. Quand on regarde les différents sondages que l'on peut voir, qui ne sont pas Polymarket, mais qui sont les autres sondages, on voit bien que on a quand même une confrontation qui est entre deux, qui sont très serrées. Et quand c'est suffisamment serré comme ça, systématiquement, on se rend compte que c'est peut-être pas Trump qui va gagner, mais plutôt le Parti démocrate d'ordre général. Mais est-ce que c'est si mal que ça? Est-ce que c'est si mal que ça pour la crypto? Bien évidemment, je ne parle pas d'un point de vue politique, je ne parle pas d'un point de vue économique américain, je n'irai pas sur ce terrain-là, mais en tout cas, ce qui nous intéresse, c'est sur la crypto-monnaie. J'ai envie de vous dire que ça va pas tant changer que ça, même pas du tout. Étant donné que quand on regarde un petit peu les analyses qui sont effectuées, on se rend compte de deux choses. La première, c'est que les législations crypto sont toujours en train d'avancer, ça avance doucement, certes, nous avons le FIT 21, et nous avons la réglementation sur les stablecoins. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a un qui est très important, parce qu'il détermine si oui ou non les crypto-monnaies sont sous la direction des CFTC, Commodity Futures Trading Commission, ou toujours sous la SEC. Bon, clairement, la CFTC, même si c'est pas des rigolos, sont quand même beaucoup plus enclins vers l'industrie de la crypto-monnaie que la SEC. On se cache pas que certainement les deux cherchent à avoir les cryptos, parce que c'est excessivement rentable, de mettre des amendes. Je vous rappelle qu'il y a eu énormément de milliards qui ont été gagnés de cette façon-là sur ces dernières années par la SEC, et c'est pas pour rien que c'est intéressant d'avoir un domaine de ce style-là où on est obligé de mettre des amendes pour réglementer. Le obligé étant, entre guillemets, bien évidemment. L'autre point qui va être important, ça va être la place des stablecoins dans l'industrie américaine, et notamment les places des banques dans les industries crypto. Et ça, c'est super important, d'où la relation et l'idée qu'on est en train de voir derrière, où on se rend compte que, en effet, les banques se posent la question de comment ils peuvent interagir directement avec l'écosystème crypto. Ça avait été préparé déjà l'année dernière et cette année avec principalement certaines lois qui ont été veto par l'administration Biden sur le fait que les banques pouvaient proposer des produits crypto. Bref, c'est pas le sujet, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est le CEO de Ripple qui nous explique que certainement, selon lui, il y aura un reset après les élections américaines. Alors quand il parle de reset, ce n'est pas Rod tout 15K voire 0, on n'est pas dans cette dynamique-là, non, c'est le reset de l'interaction entre l'administration et justement l'industrie crypto. Et clairement, je pense qu'il y a un véritable besoin de faire une table rase, besoin de réouvrir les discussions,
besoin d'établir une véritable réglementation claire et précise pour pouvoir avancer, et je pense que ce soit Trump ou que ce soit Harris, que dans tous les cas, ça ne changera rien. On aura un reset, on aura une facilité d'accessibilité, une rediscussion entre l'industrie crypto, la blockchain et justement les USA, et potentiellement même l'arrivée des banques dans l'écosystème, et ça, ce sera très positif. On pourra remercier à un moment donné certains acteurs qui ont grandement aidé aux ETF, on pense tous à la même chose, à notre ami Pierre Noir, hein, bien évidemment, BlackRock qui a joué énormément de ce côté-là, à coup de lobbying, bien évidemment, c'est pas dans l'intérêt de la crypto, vous l'imaginez bien, mais ça n'empêche que ça a, je pense, beaucoup aidé. On continue dans les nouvelles avec Cosmos qui est un petit peu dans le mal, l'écosystème. Alors oui, je ne parle pas d'Atom qui s'enfonce dans les abysses du prix, mais je parle bien de développement, de ce qui a été effectué, notamment du Liquid Staking Module, le LSM, qui est très important pour l'écosystème Cosmos, qui a priori a été développé avec quelques petits membres du Lazarus Group. Alors Lazarus Group, si vous ne connaissez pas, c'est de loin le plus gros groupe cyber spécialisé dans le hacking, et c'est eux qui sont à l'origine de millions de dollars qui ont été subtilisés dans les cryptos. Donc là, on a une véritable crise qui est en train d'être préparée et réglée de ce côté-là. On voit qu'on a une véritable réflexion, de modification, de structuration. Ils sont en train de proposer d'autres entités pour pouvoir faciliter la transposition du code qui a été potentiellement impacté. On ne sait pas vraiment s'il y a un impact fort ou pas. En tout cas, c'est le FBI qui garde tout ça à l'œil. Ça montre bien qu'ils ne font pas que créer des cryptos, ils font aussi de la surveillance de ce qui se passe sur la blockchain. Et ça montre qu'en effet, il y a un écosystème qui est bien présent. On continue dans les nouvelles avec notre ami Lagarde qui nous rappelle que on est sur la bonne pente avec l'inflation, en tout cas pour l'instant. Ça nous fait doucement rire, à savoir que oui, en effet, il n'y a pas de problème avec l'inflation tant qu'on n'a pas de croissance. Quand on aura de la croissance, peut-être on aura un problème avec l'inflation, les deux sont liés, donc on prend du recul en Europe, malheureusement. La croissance se fait d'attendre, donc forcément l'inflation aussi, mais je ne pense pas que ce soit une politique monétaire qui a permis de faire ça, quoique, pourquoi pas, mais je pense que ce n'est vraiment pas que ça. Je pense que c'est une notion de guerre et de structuration économique et d'accès, encore une fois, à l'énergie, et la guerre Ukraine-Russie est un des vecteurs accélérateurs de ce côté-là. Et on voit que la Chine, dans son rendez-vous avec les BRICS, parce qu'on rappelle que les BRICS sont en rendez-vous et en énorme consortium dans lequel on a quelques gros invités, et on a une prise de parole du président chinois qui appelle à finir la guerre entre la Russie et l'Ukraine, et je pense que ça va être aussi quelque chose qui va arriver dans les semaines / mois qui arrivent, étant donné que nous avons l'Ukraine qui a dit qu'il était prêt à pouvoir préparer justement des discussions. Nous avons la Russie qui a dit aussi, et c'est intéressant de voir qu'on est en train de s'aligner de ce côté-là, mais est-ce que ce ne sera pas le début d'autre chose? C'est ma grande question, à voir en tout cas sur le côté géopolitique. D'un autre côté, nous avons eu quelques chiffres, ça a très peu bougé hier, et par contre aujourd'hui ce qu'il va falloir attendre, ça va être les PMI services et manufacturiers qui vont sortir pour le mois d'octobre, et ça, on va voir si c'est positif, mais en tout cas ça montrerait qu'il n'y a pas de peur de récession au niveau des USA, ce serait un indicateur, ce qu'on appelle un soft indicator, qui serait vraiment très fort pour justement le S&P 500 et le Nasdaq. Justement, S&P 500 qui est en contraction, mais qui a ravalé une partie de la bougie d'hier, ce qui est plutôt positif, et qui se voit d'autant plus sur Nasdaq, Nasdaq qui a entraîné dans sa chute le BTC, mais qui a réussi à ravaler encore une fois une partie, ce qui a permis au BTC de ravaler aussi, hop, tac, sa mèche ici. Et oui, quand on regarde le BTC de cette semaine, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a bien eu une attaque haussière, puis on est parti dans un pullback, un retest, ici, du bull flag, dans la partie basse du bull flag, dans lequel on avait déjà fait une première lutte, hein, on s'en souvient d'ici, donc on est allé retester, et on a ravalé une partie de la bougie, grâce au Nasdaq, merci, mais pas que, aussi à la force du BTC. Quand on regarde BTC sur Nasdaq, on voit bien que la compression est toujours d'actualité, toujours dans une résistance, qu'on attend c'est une cassure à la hausse. Je pense que ça prendra un petit peu de temps. Est-ce que c'est positif et est-ce que c'est normal de faire ça? J'ai envie de vous dire, c'est positif et c'est normal de faire ce retest-là. On est vraiment en train de retester quelque chose qui est très technique, très propre en termes de structure, et qui nous confirme qu'en effet,
on a bien des présences acheteuses très fortes ici. Je vous en avais parlé ici, dans toutes ces mèches qui ont été rachetées, ça c'est un signal très positif. Pareil, cette mèche-là, elle est très positive. Est-ce que c'est suffisant? Non, mais en tout cas, on voit qu'on est allé ravaler une grosse partie de cette mèche et structurer une accélération haussière. Est-ce que c'est fini? Je vais vous le montrer dans quelques instants, qu'on est dans quelque chose qui nous montre que potentiellement, en effet, on va respirer un petit peu à la hausse avant potentiellement de refaire une baisse. Tout est en train de se mettre en place petit à petit sous nos yeux, et notamment au niveau du RSI, on voit qu'on a atteint un niveau relativement bas, qui est le niveau bas ici, qu'on avait dans cette partie-là, là, quand on remarque cette zone-là, avant d'avoir une forme de respiration, et il est fort probable d'avoir une petite respiration et avant d'avoir potentiellement encore une baisse ou voire une structuration haussière. Dans tous les cas, ce que l'on attend ici, dans cette typologie de retest, c'est avoir une forte réaction, une réaction très forte, suffisamment forte pour repartir très fort. Si ce n'est pas le cas, on a toujours nos targets qui sont bien présentes. Alors là, on va grossir un petit peu pour bien vous le montrer. La première, ça va être ici 382,05 qui se trouve ici. Grosse zone de retest, on voit bien la grosse zone qu'on a eu de réaction sur les 382, ici sur cet order block aussi. La target c'est les 65 000, les 64 700 et même un petit peu plus bas les 64 200, dans lequel on devrait avoir une réaction suffisamment forte au niveau du cours. Si jamais ce n'est pas le cas, les prochaines targets sont quand même beaucoup plus basses. Ça va être ici, le retest de cette partie-là avec une partie de l'imbalance et le 1,618 à 63 200. Et sinon, on ira chercher la target dont on a parlé la dernière fois, les 60 000, 61 000 du mouvement total, qui est ce mouvement total-là pour aller rechercher la continuité de tendance. Dans tous les cas, c'est important d'avoir une construction du cours, des ravalements de bougies comme ça veut dire qu'on a bien un potentiel d'achat qui est en train de se faire et qu'on a bien une force haussière qui est en train de se structurer. Et tout ça, c'est très positif. Quand on regarde ce qui s'est passé au niveau des liquidations, très intéressant de voir qu'on a encore une fois chuté, cherché plus de liquidités, et on a ravalé une partie des liquidations short. Est-ce que c'est suffisant? J'ai envie de vous dire non. Là, quand on voit la partie vraiment construction de short qui se trouve tout là, on voit qu'on est en train d'accumuler énormément de short pour faire une hyper accélération derrière. Alors oui, mais est-ce que ça doit être fait tout de suite ou un petit peu plus tard? C'est la grande question. J'ai envie de vous dire qu'on a quand même un gros paquet qui se trouve dans ces alentours-là. Quand on regarde, c'est les alentours des 67 000, 68 000. 67 000, 68 000, si on regarde, globalement, c'est cette liquidité qui se trouve là. Donc ce serait pas déconnant d'aller chercher cette partie avant d'aller plus bas, potentiellement chercher ça. Si on stagne ici, qu'on fait une mini-distribution, à ce moment-là, ça veut dire qu'on ira chercher ici, voire potentiellement ici, avant de pouvoir repartir. Dans tous les cas, on est dans quelque chose qui est construit, il n'y a pas de raison d'avoir peur, pas de raison de se dire qu'on est en train de retourner dans les 15K, non, on est juste dans un pullback, ici, d'une trendline plutôt classique. La seule chose qu'on rappellera, c'est que nous n'avons toujours pas cassé les 70 000, ce top-là, le break of structure, qui est l'élément le plus important à inverser, c'est la tendance, et cette tendance est déterminée par ce top de bougie-là, on le garde en tête, et on l'a toujours en tête depuis maintenant bien longtemps que je vous explique tout ça. Au niveau des liquidations, on voit qu'on est allé chercher toutes les liquidités de cette partie-là, et on voit qu'on a ici un petit pôle de liquidité, 64 500, ça nous rappelle la target qu'on a donné tout à l'heure, qui correspond aussi à cette mèche-là, dans lequel on pourrait aller chercher cette liquidité, avoir une bonne réaction. Si on ne l'a pas, ça veut dire qu'on ira chercher le pool de liquidité qui se trouve là, avant d'aller faire un mouvement plus haut. Ça va être très très intéressant à surveiller. Ce qui, moi, m'interpelle, c'est continuité d'augmentation des top traders, très intéressant, alors qu'on est dans baisse. Donc ça veut dire qu'on a bien un rachat. Quand on a une inversion de ce style-là, une divergence de structure, ça sous-entend qu'on a bien des rachats des top traders sur des positions. Donc il y a de la construction de positions qui est en train de se faire, avec un open interest qui est en train de se consolider, un funding rate qui est toujours bien présent, donc ça veut dire qu'en effet, il y a une structuration qui est en train de se faire. Alors oui, structuration, je suis d'accord avec vous, mais on va dire qu'il y en a qui sont quand même beaucoup plus structurés que d'autres. Quand on regarde Ethereum versus Bitcoin, j'ai envie de vous dire, bon, bah voilà, on va tester la deuxième partie, la deuxième résistance, le niveau un peu critique, donc toujours Ethereum très faible par rapport à BTC, et à côté nous avons Solana. Solana qui pousse très fort et qui nous montre sa surperformance jour après jour par rapport à BTC et qui continue à structurer à la hausse et qui confirme que certainement ça va être un des acteurs majeurs de ce bull run et ça c'est positif. Si vous m'avez écouté à l'époque où Solana
valaient 9, 10, 11, 12 ou très peu de personnes. Je n'étais pas le seul, mais un des seuls à justement pousser ce projet en vous expliquant que ce n'est pas parce que FTX a sombré, que Solana est à jeter, qu'il y avait encore beaucoup de développement dessus, et c'est une des raisons pour lesquelles on voit bien encore Solana avec sa communauté bien présente et qui arrive à surperformer BTC, que ce soit dans les phases, je vous remets, d'accélération, dans les phases de latéralisation. Je rappelle que BTC est comme ça, et que là nous avons ici quelque chose qui est très bullish, encore une fois au niveau de Solana BTC, et donc qui nous apporte des belles performances, en tout cas une promesse de belles performances qu'on est en train de préparer sur Solana. Ethereum à côté, bon, continue à s'enfoncer. Est-ce que c'est la fin d'Ethereum? Je ne pense pas, loin de là. Je pense qu'on est dans une normalité de ce que l'on a pu déjà connaître, une continuité de la baisse. Moi personnellement, je vais surveiller ici ce petit order block. Order block très important qui devrait avoir une réaction de ce style-là, dans cette zone-là. Encore une fois, il va falloir être patient. Ethereum va prendre du temps. On sait qu'on a des mises à jour qui vont arriver, qui vont être porteuses pour Ethereum et certainement aussi pour la blockchain en elle-même et le prix de son token qui devrait repartir en performance au niveau de BTC. Mais encore une fois, il n'y a que le futur qui pourra nous le dire. Nous, notre but, ce n'est pas d'avoir raison, c'est d'être préparé à toutes les éventualités et avoir un plan solide pour ce qui va nous attendre. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, likez, partagez et abonnez-vous. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.